Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trends Canal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 6 mars. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, clap de fin pour Casa en Belgique. L'enseigne tire sa révérence. Et évidemment, ceci a remis en question les efforts et les améliorations de performance que nous avions connus depuis le début de l'année. Alstom Belgique voit un contrat que certains appellent le contrat du siècle lui filer sous le nez. Ici, on est dans un marché évidemment d'un montant extrêmement important et donc en matière de marché public, on va avoir différents types de procédures qu'on peut suivre. Restez bien à l'écoute, Z sur 7, c'est maintenant. Z sur 7 à la une. Clap de fin pour Casa en Belgique. Les 63 magasins de décoration ferment définitivement après des années de turbulences. Malgré une tentative de restructuration en 2024, l'enseigne dépose le bilan. Conséquence directe, les 544 employés de la chaîne risquent de perdre leur emploi. Vincent Nolf, CEO de Casa. À partir du mois de septembre, le marché globalement de la déco, donc le retail de la déco, a connu une baisse subite partout en Europe. On parle de chiffres de l'ordre de moins 20% par rapport à l'année passée. Et évidemment, ceci a remis en question les efforts et les améliorations de performance que nous avions connues depuis le début de l'année et a remis Casa à nouveau dans une situation très fragile. La chute de Casa a des racines profondes. Trop de stocks, trop peu de liquidités, et surtout un retard sur le commerce en ligne. Une série de mauvais choix, à la fois internes et externes, qui a mené à cette chute. Pierre-Alexandre Billet, CEO de Gondola. Casa a été pris en tenaille entre d'une part le low-end retail, Action, Zeeman, etc., qui vendent des produits très bon marché dans des magasins physiques, et en même temps pris en tenaille par des acteurs des plateformes e-commerce très importantes, essentiellement asiatiques, Shein, Temu, qui vendent des produits à prix très très bas. Entre tout ça, Casa a dû naviguer avec de grandes difficultés depuis plusieurs mois. Depuis plusieurs mois en procédure de réorganisation judiciaire, la direction de Casa cherchait un repreneur. Mais cette tentative n'a pas abouti. Vincent Nolf, CEO de Casa. Nous avons eu des discussions approfondies et intenses avec au total une douzaine d'investisseurs potentiels. Et malheureusement, au début de cette semaine, le dernier candidat en lice a décidé d'arrêter les discussions. Et donc, nous nous trouvons dans une situation, malheureusement, où, compte tenu de la situation financière de Casa, nous n'avons plus d'autre option que de demander cette faillite pour Casa International et Casa Logistics. Si le commerce électronique en provenance de Chine n'est pas mieux encadré, une vague de faillites pourrait emporter d'autres acteurs du secteur de la distribution non alimentaire. Pierre-Alexandre Billet, CEO de Gondola. Telles que les choses sont agencées aujourd'hui, Casa ne sera certainement pas la dernière société à faire faillite en distribution non alimentaire, puisqu'on voit d'autres enseignes belges du prêt-à-porter qui représentent les mêmes symptômes, essentiellement cette concurrence déloyale de plateformes chinoises. Les représentants du personnel restent sceptiques. Trouver un repreneur semble une mission impossible, même pour les curateurs. Mais le ministre fédéral de l'Emploi tient à rassurer. Des mesures seront mises en place pour faciliter le reclassement des employés. Z sur 7 à la une. Certains l'appellent le contrat du siècle, un marché public de la SNCB. 600 nouvelles automotrices, plus de 10 ans de travail, un budget dépassant les 3 milliards d'euros. Mais Alstom Belgique, avec ses 1500 employés, à Bruges et Charleroi, voit ce contrat lui filer sous le nez. L'entreprise dénonce l'absence de critères sociaux et de proximité dans l'appel d'offres. Une absence qui pourtant semble avoir sa raison d'être. Romain Vincent, avocat en marché public, pour Build & Law. Ici, on est dans un marché évidemment d'un montant extrêmement important et donc en matière de marché public, on va avoir différents types de procédures qu'on peut suivre et la procédure qui est entre guillemets la plus large, c'est la procédure ouverte avec une publicité européenne. Donc lorsqu'on dépasse un certain seuil de montant du marché, on va avoir une publicité européenne et dans lequel on va avoir des principes
que l'on devra respecter, notamment des principes d'égalité, de non-discrimination et de libre concurrence. L'appel d'offres a tranché. C'est le constructeur espagnol, CAF, qui l'emporte. Un acteur déjà bien implanté en Belgique avec le tram de Liège et celui de la Côte. Pourtant, Alstom assure avoir soumis une offre inférieure de 107 millions d'euros. Mais ici, plus que le prix, ce sont les critères qui ont fait la différence. On pourrait avoir, même si on a un prix inférieur pour un soumissionnaire, un nombre de points attribués pour le prix plus important pour ce soumissionnaire-là, mais par contre, dans la somme de tous les autres critères, on pourrait avoir à ce moment-là un autre soumissionnaire qui, même si sur le critère du prix n'a pas été le plus intéressant, a été plus avantageux sur d'autres types de critères. À Charleroi, des voix s'élèvent, comme celle du bourgmestre Thomas Dermine, qui pointe du doigt la SNCB. Pourquoi ne pas privilégier l'industrie belge, surtout dans un contexte économique si fragile? Mais pour d'autres, ce serait tout simplement une entrave à la concurrence. Si on prend des critères dans lesquels on détermine effectivement que, imaginons que le soumissionnaire doit avoir un ancrage local, on sait qu'il n'y en a qu'un seul parmi les trois, indépendamment du fait qu'il y a d'autres aménagements qui peuvent être effectués éventuellement pour respecter cette concurrence, on aurait un problème, une discrimination entre les soumissionnaires et ça affecterait la légalité de la décision d'attribution. L'ouverture aux entreprises étrangères n'est pas à sens unique. La Belgique aussi peut en tirer des avantages. Tant les acteurs belges, lorsqu'il y a un marché public qui est publié par la France, par exemple, avec un seuil qui dépasse le seuil de la publicité européenne, peut tout à fait soumissionner pour ce type de marché et se le voir attribuer. Et donc, ce n'est pas unilatéral et ce n'est pas uniquement la Belgique qui sollicite des acteurs étrangers. Ce mercredi matin, Jean-Luc Cruc, nouveau ministre de la Mobilité, s'est exprimé. Il entend les préoccupations économiques, mais pas question d'annuler cet appel d'offres. Pour lui, le véritable enjeu se joue à l'échelle européenne. Il faut repenser les critères de sélection. Z sur 7 à la une. Les œufs deviennent un luxe aux États-Unis. Leur prix s'est envolé ces dernières semaines, atteignant parfois 20 $ la douzaine. Derrière cette flambée, un coupable, le virus H5N1. Sa propagation dans plusieurs élevages a forcé l'abattage massif de poules, entraînant une pénurie généralisée. Thomas de Monti, conseiller en productions animales. L'épidémie de grippe aviaire aux États-Unis a été mal gérée et est actuellement très mal gérée d'après les informations qui nous reviennent parce qu'il y a eu des coupes de l'administration Trump dans l'administration de la santé animale et donc forcément avec moins de moyens on sait moins bien gérer les crises. La Belgique n'est pas épargnée. L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire a confirmé, il y a quelques jours, 2 cas de grippe aviaire dans une exploitation de Flandre orientale. Et surprise, le virus ne touche pas que les volailles. 2 chats ont été contaminés. La période de migration des oiseaux sauvages fait que le risque est accru pour la transmission de la grippe aviaire. Il y a eu un cas il y a une dizaine de jours dans la province d'Anvers. Rien de catastrophique pour l'instant, pas de pénurie, mais ça crée une certaine tension. Il y a aussi des cas de grippe aviaire dans l'Europe de l'Est où là la maladie est endémique. Pas de comparaison possible avec les États-Unis. Cependant, en ce début de semaine, le prix des œufs en Belgique a grimpé à un niveau inédit. Près de 17 cents l'unité. Une augmentation liée au coût des éleveurs belges. Les coûts de production ont fortement augmenté par le passé avec les crises Covid et Ukraine. Maintenant, on voit que ces coûts de production restent élevés mais n'augmentent plus aussi fortement. On dispose des prix officiels belges qui sont publiés par les régions et qui sont basés sur les prix qui sont fixés par le marché de Creusottem. Donc c'est le lieu de vente principal pour les œufs en Belgique et qui sert de référence pour les prix du marché. Avec 750 exploitations, la Belgique possède un important cheptel de poules pondeuses. La Flandre domine largement avec 7,5 millions de volailles contre 1,5 million en Wallonie.
Pour éviter toute propagation de la grippe aviaire, l'accès aux élevages est désormais restreint aux éleveurs. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête, un journaliste en dévoile les coulisses. Comme chaque semaine, coup de projecteur sur le dossier à la une du Trends Tendance. Pour en parler, Marion Boxeau reçoit Olivier Mouton, chef news chez Trends Tendance, puisqu'il participe à ce dossier très orienté bourse. Premièrement, il semblerait que les actions européennes intéressent particulièrement les investisseurs étrangers. C'est inédit. Pourquoi un tel engouement ? Alors c'est vrai que c'est étonnant. Fin 2024, vous auriez demandé aux observateurs boursiers si les actions européennes étaient tendance, on vous aurait dit jamais de la vie. Et 2 mois après, c'est le cas. Alors il y a plusieurs éléments qui se sont conjugués pour ça. Le premier, c'est qu'il y a un sacré rattrapage à faire, c'est-à-dire que pendant 14-15 ans, les actions européennes étaient sous-évaluées, alors que le marché américain, lui, était plutôt surévalué. On a battu d'ailleurs des records qui dataient de 2000, c'est vous dire. Hein. Et ça s'explique alors notamment par le fait que les inquiétudes de l'Ukraine ont été un peu mises de côté parce que la situation en Europe s'est plutôt améliorée. D'abord au niveau politique, on sait qu'il y avait pas mal d'inquiétudes sur la France, l'Allemagne qui se sont apaisées politiquement, ça joue, et notamment par rapport aux questions budgétaires. Les résultats d'un certain nombre de secteurs sont plutôt bons, l'optimisme était plutôt de mise. On pense au secteur banquier, mais par exemple le secteur du luxe, qui est très important pour l'Europe, pendant un an avait un peu souffert et a redressé un peu la tête. Donc on est aussi à une comparaison, évidemment. C'est vrai que l'arrivée de Donald Trump aux États-Unis a plutôt provoqué de l'inquiétude, de la volatilité, ou en tout cas des incertitudes. Donc l'Europe devient soudain une place un peu apaisée. Deuxièmement, dans ces actions européennes qui séduisent à l'international, on retrouve ces actions de défense qui sont soutenues par toutes ces annonces politico-militaires. Peut-on alors développer ? Quelles sont ces actions qui profitent particulièrement du contexte ? Ce qui est sûr, c'est que la situation géopolitique internationale, avec les perspectives de paix, mais aussi de tensions, le nouveau positionnement des États-Unis fait que l'Europe va investir massivement dans la défense. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté un plan qui s'appelle ReArm Europe. Le but, c'est notamment de faire en sorte que ces dépenses se retrouvent hors du calcul des déficits pour les États. Donc ça veut dire que toutes les entreprises qui sont actives dans ce secteur-là vont en bénéficier, potentiellement aussi seront davantage soutenues par les banques, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Donc c'est vrai que c'est un secteur qui va être important ces prochaines années. Maintenant, évidemment, quand on parle du sursaut européen, pas d'euphorie, parce que d'abord les experts que l'on interroge dans le dossier disent les avis sont plutôt partagés en fait sur la continuation de cette nouvelle positive, et notamment parce que il y a des perspectives de guerre commerciale lancées par Donald Trump, donc on sait qu'on va au-devant sans doute de tumultes potentiels. Dernièrement, dans ce paysage boursier agité, Trends Tendance lance son Invest Challenge. En 30 secondes, pouvez-vous nous en dire plus sur ce concours inédit ? C'est un concours boursier qui s'adresse à tout le monde, organisé par Trends Tendance avec la société norvégienne Norcon. Donc on a un module très ludique et très performant qui va permettre à chacun de jouer. 24 mars au 10 mai, on peut déjà s'inscrire maintenant, dès à présent. Il y a des prix. 1 000 € par semaine, 10 000 € pour celui qui remporte la mise finale. Et ça s'adresse à tout le monde. Vous lirez notamment dans le Trends Tendance de cette semaine un reportage avec des jeunes étudiants du Solvay Finance Club qui sont assez réjouissants dans la manière dont ils parlent et dont ils se disputent d'ailleurs des visions de la bourse. Ça montre qu'il y a de quoi faire avec ce jeu. Donc n'hésitez pas, allez-y. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, experts boursiers.
Pour clôturer cet épisode, Jérôme van der Bruggen de la banque de Degroof Petercam vient nous détailler l'actualité des marchés. C'est un accord historique, selon les médias, qui a été annoncé tard hier soir en Allemagne. Un accord qui a secoué les marchés en mettant fin à des années de rigueur budgétaire. Nous reviendrons plus tard sur les conséquences boursières de cette annonce, mais d'abord, qu'est-ce qui rend cet accord si exceptionnel ? Cet accord a été qualifié d'historique parce qu'il va éliminer une règle qui avait été gravée dans la Constitution allemande en 2009 par le ministre des Finances de l'époque, Wolfgang Schäuble. Donc tout un symbole et toute une époque, et qui interdit, pour faire simple, le déficit budgétaire aux autorités allemandes. Lorsque M. Merz, hier soir tard, a annoncé la fin du Schuldenbremse, donc le frein à l'endettement, c'est comme ça que cet accord était gravé dans la Constitution, il a utilisé une formule « whatever it takes ». Alors cette formule, effectivement, fait référence à une formule utilisée par Mario Draghi en 2012, lorsque l'euro était sous pression, une grave crise monétaire européenne. M. Draghi l'avait utilisé pour dire « nous allons faire quoi qu'il en coûte pour sauver l'euro ». Voici que M. Merz dit « nous allons faire quoi qu'il en coûte pour sauver l'industrie allemande ». On peut alors se demander ce que contient cet accord de coalition. Alors, je crois qu'on peut résumer ce plan en 3 points. D'abord, toutes les dépenses en matière de défense ne compteront pas pour le calcul de l'endettement. Enfin, toutes les dépenses au-dessus de 1%. Donc ça, c'est la première chose. Ça, je pense que tous les pays européens vont y arriver avec ce qu'a annoncé la Commission. Numéro 2, un fonds d'infrastructure, donc financé par de l'endettement, qui lui non plus, pour des dépenses qu'il fera, ne comptera pas dans le calcul de l'endettement. 500 milliards d'euros, très gros fonds. Et ensuite, on va relaxer les règles budgétaires pour l'État fédéral. On pourra s'endetter jusqu'à hauteur de on pourra avoir un déficit budgétaire de 0,35% par rapport à 0. Et puis, M. Merz a mis sur la table une renégociation de ce frein à l'endettement qui existe en Allemagne. Donc voilà précisément les 3 règles qui se trouvent dans l'accord. Les États fédéraux vont bénéficier d'une plus grande marge de manœuvre budgétaire, allant jusqu'à 0,35% du PIB, ce qui n'était pas possible jusqu'ici. Reste à savoir comment un tel changement peut-il être opéré. Alors, c'est un changement culturel. Il faut savoir d'abord qu'en Allemagne, donc, l'endettement n'était pas possible à cause de ce qui avait été gravé dans la Constitution à l'époque. L'État allemand n'est donc pas très endetté, 60% à peu près de son produit intérieur brut. Mais aussi, je pense que ce que les Allemands font d'assez intelligent, c'est qu'ils font la différence entre les dépenses d'investissement, d'infrastructure, pour lesquelles on autorise l'endettement. Bien sûr, pas d'endettement autorisé pour les dépenses courantes, pour la sécurité sociale, les pensions, etc. Donc on fait très clairement la différence entre la dépense d'infrastructure et la dépense courante. Et y a-t-il eu des réactions au niveau boursier ? Alors on a vu une réaction aujourd'hui de l'indice allemand qui a récupéré un peu la baisse qu'il avait fait hier lorsque nous avons eu des annonces tarifaires faites par les États-Unis. L'indice avait perdu pas mal hier, aujourd'hui il a tout récupéré. Mais aussi la France, l'Italie, enfin d'autres pays européens qui vont bénéficier du ruissellement de ce type de défense. Alors les secteurs qui en ont bénéficié sans, je dirais, réelle surprise, c'est tout ce qui est la construction, c'est tout ce qui est les matières premières, c'est tout ce qui est l'industrie, mais aussi les banques, parce que cette annonce a donné lieu à un resserrement des rendements obligataires, et lorsque les taux d'intérêt sont plus élevés, ça bénéficie au secteur bancaire en général. C'est tout pour aujourd'hui, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. On se retrouve demain avec plus d'analyses sur l'actualité dans un nouvel épisode de Z sur 7. Et de quoi parlerons-nous demain, Béatrice ? Les points clés de l'actualité et vos analyses économiques vous attendent demain. Z sur 7 se termine pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et à demain.